Bonjour Monsieur Garapon. Bonjour. Merci de venir à Regard Protestant nous présenter la commission Reconnaissance et Réparation. Quel rôle y jouez-vous? Qu'est-ce que cette commission en quelques mots? Alors, après le rapport de la SIAZ, qui était une enquête sur les abus sexuels dans l'Église catholique, les religieuses et religieux de France ont décidé de créer un programme de justice restaurative dont ils m'ont confié la charge pour trouver des solutions de justice pour les victimes pour lesquelles il n'y avait plus aucune action judiciaire possible, parce que les auteurs sont décédés, parce que d'une manière générale, c'est des faits qui sont très difficiles à prouver, et pour ne pas les laisser, avec leur souffrance et avec leur mal-être, avec un mot très important pour nous, avec leur empêchement d'être. Voilà, donc j'ai réuni une commission dans laquelle il n'y a ni victime, ni clerc, ni membre de l'Église catholique, et que je veux représenter. J'ai essayé de la faire aussi représentative de la société française, en comportant des gens qui sont peut-être catholiques, je ne le sais pas, des gens qui sont protestants, ça je le sais plus, parce qu'il y a un pasteur et un théologien protestant, des personnes d'origine juive ou musulmane, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est en l'occurrence un psychiatre d'origine algérienne. L'idée, c'est de donner l'apparence de l'impartialité, de la neutralité pour les victimes qui nous saisissent. Voilà, donc ça fait 3 ans que la CRR existe et on a traité en 3 ans près de 1000 cas, près de 1000 situations dans lesquelles on a essayé de trouver une formule, une forme de justice restaurative. Alors comment ça se passe ? Ça commence par une écoute, par un accueil, par une écoute qui est le contraire de l'écoute judiciaire, c'est-à-dire une écoute sans suspicion, une écoute qui croit d'emblée ce que la personne va nous dire. Pourquoi la croirait-on ? C'est parce qu'elle vient souvent après une très longue période de ressassement, de ressentiment, qui dure en général entre 35 et 40 ans, parfois 50 ans. Et au soir de sa vie, elle se décide à parler. Elle se décide à parler, et donc là, on n'a pas énormément de doutes sur le caractère vraisemblable de ce qu'elle dit. Alors, après, on a eu un cas où manifestement, on n'était pas à l'aise, et puis il s'est avéré que la personne qui nous avait saisis a dit à la fin, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à ma femme, qui ne veut pas témoigner. Alors, après, on accompagne et on essaie de faire le point sur la vraisemblance des faits et puis sur l'impact que ça a eu dans la vie de ces victimes. Impact qui est parfois dévastateur, pas toujours heureusement, mais qui est parfois dévastateur, une sorte de cascade du malheur. Parce que ces personnes ont porté alors, c'est une image qui revient souvent dans ce qu'elles disent, dans leur récit. Elles disent « j'ai accompagné un enfant mort en moi ». Celui que j'ai abandonné dans un week-end maudit avec les scouts ou dans un dortoir quand j'avais 9 ans, 12 ans, 15 ans. Alors, ça, c'est extrêmement important qu'elles puissent déposer à la CRR, toujours leur expression, leur valise de cailloux. Elles la déposent, elles nous la confient, cette valise. Et donc, après, on met en contact, alors non pas les victimes et leurs agresseurs, parce que la plupart du temps, ils sont décédés, mais les victimes avec les représentants de la congrégation à laquelle appartenait leur agresseur, et qui ont accepté d'être partenaires de justice. Ce qui est dur également pour ces congrégations, il faut accepter qu'il y ait eu des gens qui avaient une double vie chez eux, des gens qui ont trahi leurs vœux. Et donc, à la fin de cette mise en contact, la commission se réunit pour suggérer, proposer une réparation financière. Je dis bien réparation et pas une indemnisation, parce que ce sont des préjudices irréparables, inindemnisables.
comment est-ce qu'un homme qui vient à 74 ans, qui vient nous voir et qui n'a jamais parlé à personne, de ce fait, comment est-ce qu'on peut réparer sa vie? Mais en revanche, on peut, et c'est l'objectif de la réparation, l'objectif de cette forme de justice, c'est de relancer les gens dans la vie. C'est de les libérer de ce secret, de les reconnaître publiquement, non, parce que tout cela est confidentiel, mais de les faire reconnaître par l'Église et par les congrégations. Et puis, ça se termine par un geste symbolique. Un geste symbolique, ça peut, c'est très différent à chaque fois. On n'utilise jamais de vocabulaire religieux. On n'utilise jamais la catégorie du pardon, parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'Église et parce que on insiste beaucoup sur cette dimension que la justice restaurative, c'est une justice civique. Il y a 26 membres, moitié hommes et femmes. Il y a des médecins, des psychiatres, des magistrats en exercice ou à la retraite. Il y a des avocats, il y a un artiste, il y a un policier qui vient de prendre sa retraite. Donc des gens très, très, très divers. Et ils sont là en tant que citoyens. Ce qui est important, c'est de pouvoir échanger une expérience. Voilà. Et échanger une expérience, et les victimes, ils sont sensibles. Et donc, on cherche à garder ce registre civique, non religieux, même si parfois, après, ça arrive quelquefois, dans le cas d'une famille notamment, elles ont dit, nous, ce qui nous réparait, c'est qu'il y ait une messe avec nous dans la congrégation à laquelle appartenait l'agresseur. Voilà. Donc, il y a différentes formes de façon à mettre un point final. Pas l'impact, malheureusement, il va perdurer, mais un point, libérer les gens de cet envahissement qui a été leur pendant toute leur vie. Antoine Garapon, la commission Reconnaissance et Réparation a accueilli, vous l'avez dit, 1 millier de victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique. Et depuis quelques semaines, la commission Reconnaissance et Réparation accueille également l'Église protestante unie de France. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu différent entre le problème qui a été dit systémique dans l'Église catholique avec des milliers de victimes et chez les protestants où est-ce que ça en est? Comment vous percevez la différence? Alors, nous, on est très fiers de ce choix de l'Église protestante. C'est un signe de confiance. C'est une responsabilité qui nous oblige. Alors, on va découvrir. Je ne serais pas surpris que le caractère de ces agressions sexuelles soit différent. Effectivement, on n'est pas dans le contexte de l'Église catholique. On n'est pas dans le même rapport au sacré. On n'est pas dans la même pesanteur de l'institution. Ça c'est certain. Ensuite, on est frappé de ce que les victimes se ressemblent. Les victimes se ressemblent parce que le choc de voir un adulte faire le contraire de ce qu'il dit, de ce qu'il annonce, cette contradiction insupportable, insoutenable dans la tête d'un enfant, de se dire pourquoi, alors en l'occurrence un pasteur, professe des choses dans la communauté qui sont exactement le contraire de la manière dont il s'est comporté avec moi. Je ne serais pas surpris que les victimes se ressemblent. Et ce que je trouve formidable dans cette décision de l'Église protestante, c'est finalement qu'elle prenne ses responsabilités pour qu'on offre le même degré de protection, de justice pour les victimes d'où qu'elles viennent. Et dans la lettre de nouvelles de la commission Reconnaissance et Réparation, qui s'appelle « À vrai dire », on en apprend plus au fil des numéros sur ce qu'est la justice réparatrice. Mais à vrai dire, la commission a aussi reçu des critiques récemment, lesquelles ont touché la commission, lesquelles critiques sont tombées aux pieds du bureau de la commission car mal ajustées. Alors, on ne peut pas laisser tomber une critique. Ça, c'est pas possible. Il faut en tenir compte. Il faut essayer de l'instruire. Alors, dedans, je crois qu'il y a une critique qui est substantielle, qui nous a dit vous ne comportez pas assez de responsables du psychotrauma. On a 2 membres qui sont spécialistes du psychotrauma, mais à croire ces victimes, il faudrait qu'on traite tout le monde sur un mode psychologique. Et on ne veut pas.
Et on ne veut pas parce que, justement pour cette raison, c'est que il faut avoir une réponse. D'abord, la psychologie, c'est pas la justice. La plupart de nos victimes ont suivi des psychothérapies qui leur ont permis de franchir, de pousser notre porte. Alors, on a consulté, on a fait une évaluation par des sociologues absolument indépendants de la CRR sur le retour de ces presque milliers de victimes qui ont été, avec lesquelles on a construit ces solutions de justice restaurative. Et c'est très intéressant que justement elles nous ont dit, eh bien on était content de rencontrer des personnes normales, c'est comme ça qu'elles disent, des personnes normales, sensibles au fait que ces personnes normales, comme elles disent, avaient eu une carrière professionnelle, avaient été pédiatres, avaient exercé des fonctions et qu'elles les considéraient justement, elles les reconnaissaient comme des concitoyens. On pouvait, encore une fois, partager une expérience ensemble. Donc je pense que ces critiques nous interpellent. Elle nous oblige à être meilleurs en quelque sorte. Et on a eu aussi, c'est ça qui est plus désagréable, ça c'est quelque chose qui tient pas à ces victimes, c'est cette violence des réseaux sociaux. Cette violence verbale, cette agressivité, cette calomnie. Et puis on a décidé, nous, depuis longtemps, qu'on respectait les victimes, même les victimes les plus vociférantes, et qu'on n'allait pas polémiquer avec des victimes. On respecte leur souffrance. Et justement, la Commission a publié aux éditions Cartala un recueil de paroles de ces victimes quand le diable a revêtu l'habit. Oui, parce qu'à la fin du processus, on vit des moments forts. Les référents, les membres de la commission référents vivent des moments extrêmement forts. Et puis ces personnes sont obligées, elles le veulent bien, mais partager un moment de leur intimité, parfois des choses qu'elles n'ont jamais dites à leurs conjoints, à leurs enfants. Donc c'est des moments qui sont très, très forts et très intenses. Et à la fin, certaines, on leur propose d'écrire leur histoire et de les aider à écrire leur histoire. Et je suis surpris, mais ça fait longtemps que je suis surpris du fait que les victimes ont beaucoup de choses à dire, qu'elles ont une capacité, une subtilité dans l'élaboration qui est très très intéressante. Et puis, comme vous avez pu voir dans À vrai dire, parce que c'est l'objectif de cette feuille d'information, les congrégations, l'Église, une partie de l'Église, elle est très très intéressée par ce que vont dire ces victimes pour se réformer, pour changer. Parce que c'est effectivement, ces violences sexuelles sont une trahison frontale absolue du vœu religieux. Et donc, à travers un récit, on a regroupé 12 récits, à travers ces récits qui peuvent être de femmes majeures, d'enfants agressés étant mineurs, on peut rentrer dans une histoire, on peut rentrer dans l'intimité d'une vie, et puis je crois que l'écriture participe beaucoup de cette mise à distance de son passé, et donc c'est un moyen très très puissant de se libérer. Enfin, une dernière question. Pour vous qui avez exercé la magistrature, la justice judiciaire, c'est quoi la justice restauratrice, réparatrice? C'est quoi la différence de votre philosophie de justice réparatrice, en quelques mots? En quelques mots, c'est ça qui est difficile. Non, j'ai exercé ces deux formes de justice et je crois beaucoup à la justice judiciaire, procédurale, formelle, dans des audiences avec des garanties, la présomption d'innocence. C'est important, la présomption d'innocence, parce que aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, et sur les réseaux sociaux et avec cette sorte de panique morale que connaissent nos sociétés, un prêtre abuseur a le droit, comme tous les citoyens, à la présomption d'innocence et ce qu'on apporte les preuves. Donc je continue de croire absolument à cette justice. Mais elle ne peut plus prétendre à être la seule voie de la justice. Pourquoi ? Parce que elle peut traiter les questions d'ordre public, elle peut protéger
les citoyens qui sont accusés et qui risquent gros et qui parfois vont pour très longtemps en prison. Mais ce qui caractérise la justice restaurative, c'est que la victime est au centre. Et quand on met la victime au centre, on comprend que sa vie n'est pas que la conséquence d'une infraction. Elle est aussi une cascade de malheurs. L'infraction entraînant une difficulté, qu'en entraîne une autre, qu'en entraîne une autre. Je peux vous donner 1000 exemples, mais la plupart des victimes d'abus sexuels dans l'enfance ne supportent plus d'être touchées et ne supportent plus de toucher. Et donc, ça veut dire que, par exemple, ça va être très difficile pour ces victimes de construire un foyer, une vie affective. Elles ne pourront pas toucher leur enfant. Elles ne pourront pas les embrasser. Et j'ai reçu une lettre qui était très émouvante d'un homme qui a 74 ans et qui me disait, ben voilà, grâce à ce livre, grâce à ce témoignage, j'ai pu dire à mes enfants pourquoi je n'ai pas su les aimer. J'ai pu leur donner une clé de compréhension pour qu'ils savent qui était leur père et quelle a été son histoire et sa souffrance. Donc ça, un tribunal ne pourra jamais le faire. Ça, c'est pas possible, il ne faut pas lui demander, ce n'est pas sa mission. Mais en revanche, je pense que quand on a commencé il y a 3 ans, je ne savais pas très bien ce qu'était la justice restaurative ou réparatrice. Et on l'a appris en l'exerçant, on a tâtonné, et on a pu faire ça parce qu'il y a des partenaires de justice parmi l'Église, aujourd'hui avec l'Église protestante, et je crois que c'est une justice qu'on construit ensemble. C'est une autre caractéristique. C'est une justice qui se construit par les tiers restauratifs qu'on essaie d'être, par les victimes qui font confiance et qui déposent leur récit, et par des partenaires de justice qui acceptent aussi, eux, de rentrer dans cette forme de justice tout à fait singulière. Merci Antoine Garapon. On fait le point à vrai dire, selon le titre de la lettre de nouvelle de la Commission Reconnaissance Réparation. Prochainement ? Tout à fait, à votre disposition. Merci beaucoup.